Salut les poolers et bienvenue à l'épisode 1 de la saison 1 de 100% Pool, le podcast propulsé partout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année. Je suis votre animateur Oli OG Fizet et je suis évidemment accompagné de mon co-animateur, le comptable des Corsi, le fiscaliste du fantasy hockey. I am an accountant by day, and by night I am also an accountant. Guillaume Corbeau-Archambault. Corbeau, comment ça va? Salut Oli, ça va bien, ça va bien. Je vais mettre un petit CPA à côté de mon petit nom LinkedIn, je pense, cette semaine. Ça va être plus en lien avec tes surnoms. Très content d'être là. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début. On est impressionnés par le nombre de gens qui nous écoutent. Pour deux gars qui ont parti ça un peu rien que c'est une gosse au début du mois d'août. C'était peut-être pas notre meilleur plan, mais bref, merci de nous suivre. On est très, très contents, très excités aussi de vous conseiller du mieux de nos connaissances au courant de la saison pour vous aider à gagner votre pool cette année. Ouais, tu l'as dit, c'est fini les épisodes spéciaux. Tout le contenu qu'on vous a sorti sur les épisodes d'équipe par équipe, les épisodes spéciaux des gardiens, des recrues. Maintenant, place à la vraie saison. Et au début de nos épisodes hebdomadaires, parce que oui, on va sortir un épisode par semaine. Puis lors de ces épisodes-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une période de réchauffement, un warm-up, comme on dit, un petit 3 minutes parler de sujets d'actualité. Et après ça, on va rentrer à 3 périodes de 15 minutes avec des sujets différents, lors desquels on va essayer de vous donner le plus d'outils pour vous aider à court, moyen et long terme dans cette saison de hockey. All right, are we ready for warm-up? Et aujourd'hui, pour le warm-up, j'avais évidemment envie de parler de la grosse nouvelle qui a chambranlé le monde du hockey, la signature de Connor McDavid. Ça va pas avoir une grosse incidence sur les pools de hockey, mais il faut quand même en parler. Ça va pas avoir une grosse incidence à très court terme. Par contre, sur des pools à masse salariale et même sur les joueurs qui vont jouer avec McDavid sur ces trios, avec cet argent-là qui va être libéré avec un contrat de seulement 12,5 millions. Dans son cas, c'est ça qu'il faut qu'on dise. Ça va aider la performance et ça va aider les Oilers d'Edmonton en général. Ça va peut-être aider un gars comme Stuart Skinner à faire des points ou Connor Ingram. Bref, on verra lequel des deux va sortir gagnant de cette nouvelle guerre de gardiens à Edmonton. Mais oui, McDavid à 12,5 millions, c'est devenu une aubaine. And it's a bargain. Officiellement, dans n'importe quel pool de masse salariale. Surtout quand tu penses à Kirill Kaprizov en plus, qui vient de signer un énorme contrat. Évidemment que Connor McDavid devient encore plus intéressant. Évidemment, il y a eu d'autres signatures et échanges avant le début de cette saison aussi. Connor Ingram en était un. Je pense qu'il va quand même avoir une bonne petite incidence aussi sur les performances de Stuart Skinner, sur l'utilisation qu'on va en faire dès que Skinner va pas bien jouer. Écoute, Ingram a déjà connu des bons moments avec le feu Coyote d'Arizona, évidemment. Mais il y a Matt Grilchick aussi qu'il faut quand même juste mentionner, qui va jouer sur le premier duo avec Sam Renzel. C'était un contrat, c'est quoi, c'est professionnel? C'est comme ça qu'on l'appelle? C'est un PTO, Un qui a eu PTO. un essai professionnel au camp d'entraînement, signé 1 million, un joueur qui a fait 40 points, un défenseur en fait, qui a fait 40 points l'année passée, qui signe pour 1 million, qui va jouer avec Sam Renzel. Je pense pas qu'il peut menacer l'avantage numérique de Renzel, mais clairement, Renzel n'est plus seul sur son île à pouvoir être capable de rouler un avantage numérique à Chicago. Ça pourrait mettre un petit peu de pression. Est-ce qu'il va bien la prendre ou non? Présentement, c'est Levchunov sur le deuxième avantage numérique, mais je doute que ça ne durera pas très, très longtemps. McGressick, c'est un bon joueur de hockey à avoir dans son pool à Chicago. Il va avoir beaucoup de place pour jouer. Une belle signature pour les Poolers. Oui, je pense que c'est un gars aussi à 5 contre 5, ça va être un bon deuxième défenseur qui va venir aider justement un gars comme Sam Renzel. Très curieux de voir tout ce qui va se passer justement dans le monde du hockey et surtout à Chicago. Et là, on va commencer notre première période. Pour la première période, aujourd'hui, à ce premier épisode de la saison 1, on va commencer tout de suite en parlant des blessures à travers toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey. Et là, je dis toutes les équipes et toutes les blessures parce qu'il y en a quand même plusieurs et on veut surtout savoir qu'est-ce que ça va affecter, qui sont les joueurs dans l'alignement justement sur les trios que ça va venir impacter positivement, négativement, qui va prendre ces minutes-là, autant sur les à 5 contre 5, mais aussi en power play. Et on commence avec les pauvres sabres de Buffalo. Ah, les pauvres sabres sont pas chanceux. Sont pauvres et sont pas chanceux. C'est comme
C'est les deux ensemble, ça fait que ça part mal la saison. Deux joueurs, je veux dire, clés des Sabres qui sont blessés. Le premier est le gardien de but, Ukko-Pekka Luukkonen, UPL pour les intimes, incapable de dire son nom sans le chanter. Ou Kopeka Luukkonen. Exact. Exact, exact. On n'a pas le choix. Il devrait manquer au minimum le match d'ouverture et il est présentement indiqué qu'il est de semaine à la semaine. Lindy Ruff, l'entraîneur-chef des Sabres, n'a pas indiqué qu'il y avait un retour qui était imminent dans son cas, donc pourrait manquer plus qu'une seule semaine. Bon, les Sabres ne devraient pas gagner énormément de matchs en début de saison, dans toute la saison en fait, mais c'est Alex Lyon qui est devant le filet, pas un mauvais gardien de but. C'est Alexander Georgiev qui est le deuxième gardien de but à Buffalo cette saison, le troisième en fait. Là. La résurrection du camarade. Greetings, comrades. Ouais, donc je pense. Mais mets pas ton argent sur camarade sur celle-là. Donc pour Luukkonen, c'est dommage, mais Alex Lyon devrait avoir un petit peu plus d'action. Ce qui va pas aider Alex Lyon, par exemple, à avoir des bonnes statistiques, c'est l'absence de Michael Kesselring, qui était un de tes préférés avec qui on a fait les sabres au courant de l'été. Lui Déçu. aussi devrait manquer là, encore peut-être 1, 2, 3 semaines d'activité. Ça devrait aider Power et Byram, évidemment, à avoir plus d'action. Mais dommage pour Kesselring. Déjà, qui est un joueur qui était, je veux dire, fringe en termes de productivité, là, ou du moins d'être pertinent pour un pool. Peut-être que là, il vient de perdre de toute sa pertinence là, si vous l'avez dans votre équipe en début de saison, parce qu'il pourrait faire moins de 30 points, ce qui est un peu moins excitant. Mais si jamais il est sur un waiver wire, vous pourrez peut-être l'observer puis attendre son retour. Kesselring, dommage pour les Sabres. J'aimerais aussi souligner le fait que Zach Benson est listé à être un joueur qui est au jour le jour. Benson qui a gagné là, la compétition de jouer sur le premier trio des Sabres. Il a battu Jack Quinn qui a connu un camp catastrophique. Les médias à Buffalo là, semblaient vraiment dire qu'il n'était même pas presque pas de Caleb LNH à quel point il a été mauvais dans ce camp d'entraînement-là. Donc Benson devrait jouer avec Josh Norris et Tage Thompson. S'il joue évidemment le premier match, là, un joueur à surveiller. C'est vraiment pas un joueur que je trouvais qui avait des bonnes statistiques de poolers. Je pense que je l'ai quand même descendu en règle dans notre premier balado sur les sabres. Mais bon, il semblerait qu'il y a un bon camp d'entraînement, sait-on jamais avec les jeunes. Mais j'y crois pas plus. Je pense que Jack Quinn va pouvoir quand même rebondir en espérant qu'il parte la saison à temps. Et puis je veux pas t'en rajouter un petit peu plus, mais je viens de voir une nouvelle qui vient d'arriver que Owen Power va rater le premier match, va rater le match d'ouverture et on ne sait pas pendant combien de temps. Il a été mis sur le IR, sur le Injury Reserve, juste un peu à quelques minutes avant de commencer le podcast. Donc, je te rajoute ça un tout petit peu. Ça veut juste dire, écoute, plus de minutes pour Bowen Byram puis pour Rasmus Dahlin dans ce cas-là. Joueur intéressant, c'est Connor Timmins qui pourrait gagner c'est plus de temps de glace aussi à ce moment-là. Mathias Samuelsson aussi. Donc, les joueurs, les défenseurs qui sont normalement listés 5 et 6 à Buffalo vont gagner en production. Et Darlin devrait jouer à profusion. Ça va pas bien à Buffalo. Ça va pas bien à Buffalo, c'est ce qu'il faut retenir. Et là, après ça, autre blessure, Jonathan Huberdeau. Écoute, ton Québécois préféré dans l'épisode sur le Grand Pool RDS, celui qu'on pensait qui allait justement gagner la catégorie des Québécois, a été placé Allez le sur changer le tout de IR. suite. Vous avez encore, vous avez encore le quelques temps. heures. Allez-y, allez changer sur l'application RDS du Grand Pool. Placé sur le IR, pas de date de retour. Qu'est-ce que ça va faire justement sur les trios et sur les joueurs qui vont bénéficier ou pas justement de cette blessure-là de Jonathan Huberdeau? Il devrait y avoir un joueur qui va en bénéficier positivement et un joueur qui va en bénéficier de façon négative. Positivement, c'est Connor Zary qui était prêt à jouer sur un troisième trio pendant presque tout le camp d'entraînement. Il devrait avoir le poste de deuxième ailier gauche sur le deuxième trio s'ouvrir. Donc, Zary devrait monter là, en toute logique sur ce trio. Malheureusement, celui qui va être impacté négativement, c'est Matt Coronato, qui devait jouer avec Huberdeau. Une différence de calibre entre Huberdeau et Zary. Donc, Coronato devrait avoir un début de saison du moins moins fort que s'il avait joué avec Huberdeau. Évidemment, c'est toujours des suppositions, mais il perd un bon partenaire de trio. Ça ne devrait pas aider Coronato à connaître un début de saison fracassant. Peut-être que ça va aussi changer l'ensemble des lignes à Calgary demain matin. On ne sait pas de quoi ça va avoir l'air. Donc, pour le moment, Zary en hausse, Coronato en baisse. Et sinon, un autre gardien de but qui s'est blessé aussi, pas très longtemps quand même, pourrait manquer un petit match ou deux, c'est Mackenzie Blackwood qui, lui, s'est blessé. Et là, ça ouvre la porte à un Scott Wedgwood. Toi qui aimais beaucoup Mackenzie Blackwood parce qu'il jouait justement avec l'Avalanche du Colorado. Pour ma part, j'ai été assez chanceux de pouvoir avoir un pool que je pouvais mettre un joueur sur le IR, justement, sur la liste des blessés dans mon pool et pouvoir aller chercher un gars comme Scott Wedgwood
allez le chercher, même si c'est pour un match ou 2 ou 3. Il va vous donner ces bonnes performances-là. Il a très bien fait l'année dernière avec de très, très, très bonnes statistiques. Si vous faites un pool de catégories, que vous allez jouer justement sur les buts accordés en moyenne et sur le pourcentage d'arrêt aussi, il a quand même été excellent. Et autrement, c'est les Stars de Dallas avec Jamie Benn. On vous en avait déjà parlé qu'il allait manquer quand même plusieurs matchs. Il va être de retour en novembre, en Ish. début mi-novembre, ouais, c'est ça. Et ça fait beaucoup, beaucoup jaser à Dallas et les trios sont un peu pêle-mêle. Qu'est-ce que tu en fais de tout ça? En fait, à Dallas, on a créé 3 duos d'attaquants. Donc, on a mis Rupeins avec Rantanen, Johnston avec Robertson, Duchesne, Séguin. Et Ben venait compléter normalement ce top 6 avec, comme étant le 7e attaquant qui se promenait un peu d'un trio à l'autre. Il jouait beaucoup plus souvent avec Duchesne et Séguin, mais jouait sur le deuxième avantage numérique, venait prendre ce type de minutes-là. Maintenant qu'il est absent, c'est Sam Steele qui semble avoir ces minutes-là, et Maverick Bourque. Donc, les deux semblent profiter de l'absence de Ben. Bourque devrait jouer avec Johnston et Robertson en début de saison. Si Ben était là, est-ce que ce serait le cas? J'en doute. Donc, on suppose que Bourque et Steele se battent pour un petit peu ce rôle-là offensif jusqu'au retour de Ben. Donc, j'aime bien, pas que j'aime bien la blessure de Ben, mais ça donne la chance à des joueurs de peut-être se faire valoir. Steele n'a jamais été capable de devenir un joueur productif dans la Ligue nationale de hockey, mais Bourque a encore le potentiel. Donc, la blessure à Ben ouvre quand même certaines portes sur des deuxième, troisième trios à Dallas. Petite mention au Québécois inattendu Justin Ricovian. Si c'est comme ça qu'il prononce, tu nous écriras sur Instagram si c'est pas comme ça. Le petit gars de l'île Bizarre qui, lui, avait connu une bonne saison quand même dans la AHL l'année dernière, 60 en 67, 18 en 14 en série. Je vais être curieux de le regarder. Tu sais, c'est quand même un gars de 24 ans. Bon, c'est rien d'incroyable. Dallas, ce sont des Mais machines. Dallas, exactement. Ça fera pas grand-chose sur le power play, évidemment. Ça va être encore les gros noms qui vont être là. Juste une petite mention à toi que ça va être Miro Heiskanen et non Thomas Charlie. On en avait discuté dans notre épisode des On Stars verra. que tu pensais que ça allait être Harley. On verra. Okay. We'll see. J'espère que ça va être Harley. Il est dans mon pool. Autrement, prochaine blessure, on parlait des Oilers, justement, puis du support que McDavid va avoir. Évidemment, il va manquer son gros coéquipier, son gros allié, Zach Hyman, qui, lui, va pas revenir jusqu'à la fin octobre. Absolument. Au minimum, la fin octobre, peut-être début novembre. Pas vraiment d'impact à 5 contre 5. Là. En ce moment, c'est Trent Frederick qui est sur le premier trio, mais ça pourrait changer demain matin. Je sens que ça va bouger beaucoup là, au niveau à 5 contre 5 pour les Oilers. C'est beaucoup l'avantage numérique qui marche à profusion à Edmonton. Et c'est, attention, là, je ne sais pas si tu connais ce joueur, mais David Tomasek ou David Tomaszek, si on prend l'accent, So who are you? qui est un joueur de 29 ans qui nous Aucune provient directement de la 29. Ligue de Suède. 29 ans, absolument. Une recrue de 29 ans. Il ne pourrait même pas gagner le quart 2 tellement qu'il est vieux. Est présentement sur le premier avantage numérique, a joué un avantage numérique en pré-saison avec McDavid, Draisaitl, Bouchard et Nugent Hopkins. David Tomaszek, un joueur à prendre sur le waiver wire immédiatement, en espérant qu'il reste là le plus longtemps possible. Et évidemment, vous le droppez du jour au lendemain, si jamais il arrête de jouer un avantage numérique, mais David Tomaszek sur votre liste et Edmonton, ton préféré, Jake Waldman, devrait manquer le début de la saison, n'a pas joué les derniers matchs pré-saison, ne fait pas partie de l'alignement présentement des Oilers, donc Waldman devrait manquer 1, 2, peut-être 3 matchs selon les différents médias d'Edmonton. Rien de majeur encore une fois, mais si vous avez un head-to-head, un joueur qui manque 3 matchs, ça fait mal. David Tomaszek, le Panarin de Praha en Tchéquie. OK, d'accord. À suivre, définitivement à voir. Autrement. Ça arrive pas souvent d'avoir des gars qui sortent de nulle part et qui sont sur Et qui l'avantage numérique, réussissent. mais statistiquement parlant, il est impressionnant. Donc, ça vaut la peine OK. de le mentionner. Ben écoute, je vais aller voir tout de suite sur mon waiver wire après la fin de cet épisode. Alexander Barkov et Aaron Ekblad, eux, sont à... Eh ben, Alexander Barkov, évidemment, est blessé sûrement pour toute la saison. Il y en a qui disent que c'est un Warrior qui va revenir. Écoute, But your injury, it requires rest and time. non. Pensez-y pas. Si jamais il revient, ben, tant mieux pour les Panthers, mais pas tant mieux pour votre pool parce que vous n'allez pas le considérer. Et Aaron Ekblad, évidemment, qui lui a reçu un coup de poing vicieux là, de Sabourin lors du match de Goon qui a eu lieu entre les Panthers et le Lightning. Mais la blessure de Barkov va évidemment venir changer un peu les deux premiers trios.
Absolument. Avec la blessure de Ketchuk, ça enlève quand même 2 morceaux du top 6. Présentement, là, le premier trio des Panthers, c'est Sam Bennett au centre avec Brad Marchand et Carter Verhaeghe. Et sur le deuxième trio, on retrouve le duo Lundell et Luo Starinen qui jouent très, très souvent ensemble. Et on vient y attacher Sam Reinhart. Donc, quand même Fun, 2 ça. trios qui ont du beau potentiel. Ça fait peut-être mal à Reinhardt, ça fait du bien à Lundell. C'est pas impossible. Ça va être, Mais ça, ça va, non, 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 ça va être bon pour Lundell. Puis je suis sûr qu'il va être capable de quand même alimenter Reinhardt. Toi qui l'aimais beaucoup, Lundell en plus. j'adore Lundell. En fait, l'année dernière, Lundell, quand Barkov était absent, avait réussi à faire 15 points en 16 matchs. Donc, c'est vraiment un joueur qui, quand Voilà. Barkov était pas là, était capable de jouer beaucoup et de faire ses points. Évidemment, Matthew Tkachuk était dans l'alignement. Là, il n'y est pas. Ça fait quand même une certaine variation. Mais il reste que Lundell, c'est un joueur qui ne demande qu'avoir un rôle plus offensif pour les Panthers. Il est dans une équipe qui est trop forte. C'est pas lui qui va avoir le power play. Non, c'est Sam Bennett en ce moment. Mais tu sais, Ouais. encore une fois, c'est un début de saison. Sam Bennett en avantage numérique au centre à la place de Lundell. Ça pourrait changer dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais je pense qu'après les séries que Bennett a connues, ça va de soi que ce soit lui qui ait la première chance d'être sur l'avantage numérique. Donc, une équipe à monitorer, les Panthers. Une autre grosse blessure, Mats Zuccarello, qui lui va manquer un minimum de 7 à 8 semaines, donc environ la mi-novembre, là, puis ça vient quand même un peu changer, puis le Wild était un peu partout en pré-saison, et là, Danila Yurov se retrouve sur une 4e ligne. C'est peut-être mon daily reminder de Daily Face-Off de vous dire de faire attention, de regarder toujours Daily Face-Off jour à jour pour savoir qu'est-ce qui se met à jour justement dans les trios. Danila Yurov et Liam Holmgren qui sont rendus sur une 4e ligne. C'est Tarasenko qui va être sur le premier power play. C'est pas Rossi, en plus, qui ne sera pas sur le premier power play, même si c'est lui qui est sur le premier trio. C'est all over the place, vraiment, avec le Absolument. Wild. Honnêtement, le Wild, je me tiendrai quand même loin dans les premières semaines. À voir qu'est-ce qui se passe. Les trios se stabilisent un petit peu, mais d'avoir Tarasenko sur un deuxième trio, un premier avantage numérique, Rossi qui est à l'inverse, je trouve que c'est un peu particulier comme façon de faire ses lignes. Donc, je me laisserai du temps avec Minnesota, mais clairement, la blessure à Zuccarello change beaucoup de plan d'un point de vue du Wild. Drake Batherson, par la suite, qui lui va manquer un match ou deux, pas grand-chose. Peut-être un Fabian Zetterlund qui va devenir intéressant sur un premier trio et un Giroux qui va jouer sur un premier power play. Autrement, je pense que ça va pas changer grand-chose. Batherson qui devrait revenir quand même assez rapidement. Mais une blessure qui, elle, va changer grand-chose sur un des deux premiers trios, c'est Brian Rust qui va manquer un minimum de 2 semaines. Et c'est le préféré à Pascal, un joueur que j'ai sélectionné dans un de mes pools, Ville Koivunen, qui va jouer sur une première ligne avec Crosby. Absolument. Koivunen qui va être aux côtés de Raquel et Crosby. Belle chance pour eux de se faire valoir en début de saison. Je pense qu'il n'y a pas un meilleur partenaire de trio que Sidney Crosby à avoir dans la Ligue nationale pour bien faire paraître ses partenaires de trio. Par contre, c'est pas Koivunen qui est sur l'avantage numérique. Ça va être Chris Letang. Chris Letang qui va reprendre peut-être sa place sur l'avantage numérique avec Carson, Malkin, Raquel et Crosby. Donc, valeur à la hausse de Koivunen et de Letang. Riker Evans, Capo Caco, 2 bonnes blessures, 6 à 8 semaines et 5 à 6 semaines à ces 2 joueurs-là qui vont quand même affecter beaucoup Seattle. Oui, absolument. Kako, en fait, le plus gros impact, c'est la place qu'il laisse sur l'avantage numérique. Il semblerait que ce soit Jordan Eberle qui va prendre cette place-là pour le moment. Il y a beaucoup quand même de profondeur de ce type de joueur-là à Seattle, donc peut-être regarder là, de façon assez quotidienne qui prend la place. Et Riker Evans, en fait, c'est simplement pour dire que si Vince Dunn se blesse, chose qui risque d'arriver bientôt, il n'y aura pas la possibilité d'Evans qui va prendre cette place en avantage numérique. Donc, Brendan Montour va devenir vraiment un choix no-brainer à ce moment-là. Donc, quand même, 2 blessures qui peuvent impacter Seattle sur une plus longue période. Dernière minute de jeu dans cette première période et il nous reste quelques blessures à discuter. Brandon Hagel qui va peut-être manquer des matchs à surveiller. Il va peut-être pas en manquer. Faites juste peut-être jeter un petit coup d'œil sur lui. Et Cole Perfetti, lui qui est week to week, semaine à semaine, va manquer le début de la saison. Ça vient quand même chambouler les Jets. C'est vraiment dommage. Puis c'est dommage offensivement pour les Jets. Par contre, c'est bon pour un gars comme Alex Iafallo, qui présentement est celui qui se retrouvait sur le premier avantage numérique. À voir, est-ce que c'est lui qui va y rester? Là, il y a quand même quelques options. Peut-être pas des options A à Winnipeg, mais des options intéressantes. Chibrikov qui a signé un contrat, je crois que c'est hier ou avant-hier,
qui pourrait avoir ce rôle offensif-là à voir, mais bref, ça fait mal du côté de Winnipeg en avantage numérique. Ça va faire mal à Winnipeg, la perte de Cole Perfetti. Si vous pensiez que Jonathan Taves va faire une résurgence puis une résurrection, n'y croyez plus. Et autrement, Dylan Sandberg aussi qui va manquer 6 à 8 semaines. Et c'est ce qui fait le tour des blessures de la liste de surveillance, de la watch list des blessures et de notre première période. Maintenant, pour notre deuxième période, on vous a parlé beaucoup des trios. Il y a plusieurs joueurs qui ont percé des alignements. Oh my God, I made the team! I made the team! Il y a plusieurs trios qui ont bougé. Les coachs ont expérimenté. On a choisi quelques équipes, justement, qui nous ont surprises juste par leur choix de trio. On va essayer de disséquer un peu ces grands choix-là qui vont quand même bouleverser plusieurs et qui vont affecter quelques joueurs et leur performance. Guillaume, quelle est ta première équipe et quels sont les trios? Et là, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de dire un daily reminder de Daily Face-Off encore. Quelles sont l'équipe pour toi que tu as ciblée qui sont les plus importants changements? Ben, on n'a pas le choix d'aider avec les Sabres de Buffalo. Le nombre de blessures qu'il y a avec les quarts internes au camp d'entraînement, c'est vraiment une équipe qui était à regarder, qui était difficile à placer en termes de trio. Et présentement, on a un premier trio qui est de Tage Thompson, Josh Norris et Zach Benson. On en parlait un petit peu plus tôt là, avec la blessure potentielle de Benson, mais il reste que Benson va jouer avec, je veux dire, les deux meilleurs joueurs offensifs peut-être des Sabres. Ce qui est surtout surprenant, c'est le fait qu'on ait déplacé Alex Stock de Tage Thompson. On a dissocié ces deux joueurs qui ont joué ensemble dans les 2 ou 3 dernières saisons et qui allaient très, très bien ensemble. Le Stock est un joueur de 65 points assez steady. Surpris de voir qu'on les a séparés. C'était pas sur ma carte de bingo, je dirais. Par contre, excellente nouvelle pour Josh Norris. S'il peut rester en santé et puis jouer avec un joueur de talent, ça peut être un excellent joueur. J'ai vu dans plusieurs pools présentement qu'on m'a envoyé comme liste que c'est un joueur qui est encore disponible. Je comprends qu'il fait peur, je comprends qu'il est souvent blessé, mais quand il joue, il est productif. Encore plus quand il va jouer avec un gars comme Tage Thompson sur le premier trio. Sur le deuxième trio, on a mis, je pense à comprendre là, pourquoi on a commencé à séparer Tuck et Thompson, parce qu'on veut des vétérans sur différents trios pour accompagner les jeunes. Mais sur le deuxième trio, on a présentement Tuck et Zucker aux ailes et on a un gars comme Jiri Kulich au centre. Donc, on a enlevé Kulich du premier trio qu'on a essayé l'année passée à plusieurs reprises et je pense qu'il avait passé plus de 40% du temps avec Tage Thompson. Eh bien là, clairement, on en est venu à la conclusion que cette potion n'était pas une bonne potion, elle n'était pas magique. I thought it was a magic potion. Donc, on revient avec Tuck et Zucker à voir si ça va fonctionner. Zucker a connu une excellente saison de Buffalo l'année dernière. Tuck est un joueur qui est assez performant partout où il va. Un peu plus de papier sablé aussi avec Zucker et Tuck pour jouer avec Kulich. Peut-être que ça va y ouvrir un petit peu plus d'espace. À voir, mais on a quand même du bon temps de qualité. Et là, ensuite, on arrive à la troisième ligne qui est peut-être la ligne, je vais dire, des mal-aimés ou des boss, des sabres. We were losers. We didn't deserve to live. À tout le moins, il y a Ryan McLeod qui va avoir un ralentissement. Ça, c'est presque assuré là, avec ses statistiques de l'année dernière, un taux de lancer qui était vraiment trop élevé. Il va être flanqué de Jack Quinn, qui a connu un mauvais camp d'entraînement, mais que j'avais quand même, je voyais dans ma soupe, soyons Oui, honnêtes, c'est je ce que voyais dans ma j'allais potion dire. magique. Ah, je suis déçu. Je suis vraiment déçu, mais il semblerait qu'il n'ait vraiment pas connu un bon camp d'entraînement. Là, vous comprenez que je n'ai pas regardé les matchs de Jack Quinn à tous les Ouais, mardis. mais tu te fies jamais au camp d'entraînement, toi, de toute façon. Fait que les performances du camp d'entraînement, c'est pas de la pré-saison, c'est pas quelque chose que tu te dis que tu vas regarder souvent. Non, mais ça a un impact sur les trios, là, ça a un impact sur ma saison. Plus ça va devenir un problème un peu plus à long terme. À voir, là, est-ce que vraiment Benson sur un premier trio est la solution? Est-ce qu'on va garder les trios intacts? Tu sais, qu'on change les trios pour le début de la saison par rapport à la saison précédente, les chances que ça rechange sont élevées. Les chances, pardon, que les Sabres aient un mauvais début de saison puis qu'on décide de bouger les trios à la Michel Terrien en plein match sont élevées aussi. Donc, je ne vais pas prendre ça pour du cash, mais quand même. Et on est allé chercher Josh Doan à la droite, donc la nouvelle acquisition qui est dans l'échange de J.J. Peterka. Intéressant d'avoir Doan sur cette ligne-là. Peut-être que si Quinn prend son air d'aller puis que McLeod est capable de le suivre, Doan pourrait aller chercher, grappiller quelques points ici et là. Donc, c'est un peu ce qui complète le top 9, là, je dirais, des Sabres, qui est pas excitant, mais qui a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui ont bougé. J'aimerais aussi amener le point que Jordan Greenway est blessé. Donc, peut-être que c'est lui qui va faire reculer Doan ou même Jack Quinn. Donc, c'est un gars qui se retrouve toujours entre 3 et 4e trio.
ça peut avoir un impact aussi un petit peu plus à long terme pour ces joueurs-là. J'espère quand même qu'on va laisser enfin Jack Quinn ou les joueurs de talent à Buffalo un peu d'espace quand même. Là, je comprends que Jordan Greenway peut être intéressant, mais j'aimerais ça qu'on les fasse jouer, ce serait le fun. Puis il y en a plein d'autres en plus, des recrues qui méritent un peu de temps de glace là-bas. Absolument. Là où est-ce que j'ai amené encore plus son attention avec les Sabres, c'est qu'on a décidé d'amener aucun jeune sur le premier avantage numérique. Pas de Benson, pas de Quinn, pas de Coolidge. Donc, on a Norris, Tuck, Zucker avec Thompson et Darlin. Aucun jeune sur le premier avantage numérique des Sabres. Pince-moi pourquoi. Je ne suis pas sûr de comprendre c'est quoi cette stratégie de se couper de talent pur, mais quand même, c'est particulier. Et écoute, ensuite, quand Alex Tuck, mais attends, Alex Tuck, Tage Thompson, Rasmus Dahlin, c'est quand même dans tes meilleurs joueurs. Josh Norris est clairement ton centre numéro 1. Absolument. Tu aurais pu avoir un autre jeune qui aurait complété ce quatuor, mais Jason Zucker, OK, gars, c'est un bon vétéran. Peut-être que sa place va être prise par un Jiri Kulich, mais pour l'instant, on fait confiance aux vétérans pour peut-être avoir une stabilité. Absolument. Mais sur la deuxième unité, bon, là, présentement, si vous allez, je vais faire une deuxième alerte de Daily Face-Off, là, mais on a Josh Down, mais c'est Zach Benson qui est supposé être là, mais il a manqué l'entraînement parce qu'il était blessé, justement. Donc, on aurait un Zach Benson, Ryan McLeod au centre, Jiri Kulich avec Jack Quinn et Bowen Barham. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Le Barham et Power risquent de s'alterner cette deuxième unité-là. Power étant blessé, ça va être Barham qui va l'avoir. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant là, d'un point de vue des Sabres offensivement. Mais bon, il reste qu'il faut juste regarder qui joue sur ce premier trio-là avec Norris et Thompson et qui va éventuellement jouer en avantage numérique. C'est ça pourquoi un gars comme Tuck et Zucker deviennent quand même intéressants à des bas prix parce qu'ils vont jouer sur un top 6, ils vont jouer en avantage numérique. Pas dans une grosse équipe, mais quand même, c'est du temps de glace de qualité. C'est des décisions à prendre. Peut-être que Jack Quinn, si vous avez la chance de l'échanger contre un gros prix, là, puis vous voulez absolument gagner cette année, ça peut être la bonne chose à faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très, très high sur Quinn, même plus que moi. C'est pour gagner cette année, c'est un move que je ferais. Écoute, tu me l'avais tellement convaincu que pour mon pool salarial, j'étais évidemment allé le chercher. Il reste quand même un joueur intéressant à bas salaire, mais j'avoue que ça fait mal. Autrement, je vais y aller avec mon équipe si ça te convient. Pour ceux qui nous écoutent. Je sais où est-ce que tu t'en vas et je suis très excité. Je suis très surpris par contre. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube et qui vont regarder la vidéo du podcast, évidemment, vous verrez par mon chandail des Flyers de Mike Richards, le capitaine, que je vais parler des Flyers parce que ça a changé énormément encore au moment où je regarde Daily Face-Off en ce moment. Ça a encore été interchangé. Au début, c'était un trio de Owen Tippett, Trevor Zegras et Matvei Michkov qui, moi, m'excitait énormément. Le camarade Michkov... ça aurait été une catastrophe. Tu aurais Owen Tippett qui aurait été le gros gars, qui aurait fait le forecheck, qui aurait été à créer de l'espace pour un Trevor Zegras puis un Matvei Michkov. Deux gars avec du talent qui leur en aurait sorti par les oreilles. Ça aurait tellement été beau à voir. Mais je comprends l'idée de quand même mettre Sean Couturier avec Matvei Michkov sur un premier trio. Et là, Christian Dvorak. Ça te donne-tu une idée à quel point Michkov est mauvais défensivement quand il faut que tu mettes Dvorak et Couturier avec? Incroyable. C'est un peu fou, mais je comprends. C'est le deuxième trio, en fait. C'est le deuxième trio. C'est le deuxième trio parce que l'autre trio que l'on voit, le deuxième sur le Daily Face-Off, c'est Owen Tippett, Trevor Zegras et maintenant Travis Konecny qui, écoute, bon an mal an, est toujours très bon. Mais tout ça est au détriment d'un joueur qui, je pensais, allait avoir un peu plus de chance. C'est Tyson Forster qui joue maintenant sur un troisième trio avec Noah Cates et Bobby Brick. C'est un bon marqueur de but avec Michkov, Couturier. Ça aurait été un bon premier trio, je pense, de mettre ces trois-là ensemble. Peut-être que ça va être ça dans un avenir rapproché. J'haïs pas, par contre, le deuxième trio de Zegras, Tippett et Konecny. Ouais. La valeur de Zegras peut être très élevée en jouant avec un gars comme Konecny. Plus que ça va, plus que j'y crois à cette résurgence de Trevor. Donc, j'haïs pas les lignes de Philadelphie, moi. Non, moi non plus. Puis même du côté du power play, évidemment, Travis Konecny est là, Matvei Michkov est là. Et là, c'est Trevor Zegras qu'on a mis. Écoute, on y est allé pour le talent. Un gros gars comme Owen Tippett qui a un excellent tir et Jamie Drysdale sur leur power play. Je vais être curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que Jamie Drysdale va performer justement avec tout ce talent-là?
écoutez, à suivre, mais je trouvais que c'était une équipe qui avait bougé quand même beaucoup. J'avais hésité avec les Stars, mais on en avait quand même parlé pas mal lors de la première période. Donc, les Flyers, pour moi, étaient la grosse équipe avec les trios à surveiller. Mon autre équipe, j'ai hésité longtemps parce que j'ai hésité entre les Blues de Saint-Louis parce que je voulais dire que Pius Suter avait pris le deuxième trio à la place de Braden Shen. Ouais. Mais c'est la seule surprise qu'il y a dans ces lignes-là à Saint-Louis. Donc, je vais juste vous le mentionner. Pius Suter est le deuxième centre, flanqué de Dylan Holloway et Jordan Kyrou. Un Logan Mailloux aussi sur une troisième paire. Logan qui va Mailloux faire le camp. C'est possible. Non, ce que je veux attirer votre attention, c'est que je vais perdre. Je vais dire que j'ai fait une erreur d'analyse, ou du moins, on me fait mentir, et je vais aller voir les Bruins de Boston. I hate the Boston Bruins. Qui ont quand même fait des modifications à leur trio aujourd'hui. Le premier trio est, Morgan Geekie et David Pasternak aux ailes. Je pense qu'il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Mais on s'entête à réessayer Elias Lindholm au centre du premier trio. Ça fait 3 ans qu'on l'essaie. Ça fait 3 ans que ça ne fonctionne pas. Je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait plus cette année. Mais écoutez, on le réessaie d'un coup que cette année, c'est l'année de l'illumination. Sur le deuxième trio. Là, c'est là que j'ai tort. On a décidé de muter Pavel Zacha à la gauche de Casey Mittelstadt. Ben oui, toi. I told you! L'année dernière, en 20 matchs, n'avait jamais vu autre chose que de l'action de joueurs de quatrième trio. On a décidé de le mettre sur un deuxième trio. On a décidé de mettre Zacha à l'aile. Je suis quand même surpris que ce soit Mittelstadt au centre et non pas Zacha. Là. Soyons super transparents. Je me serais attendu que si cette possibilité-là que Mittelstadt joue dans un top 6, ça soit lui à l'aile. On y a préféré Zacha. Et à la droite, on va y aller avec mon sleeper, Victor Arvidsson, à qui on va donner cette possibilité-là. Donc, je suis intéressé quand même de voir ce qui va se passer avec le top 6 des Bruins. Et en avantage numérique, j'aimerais juste annoncer que c'est Lindholm, Zacha, Geekie et Pasternak. Donc, il n'y a pas de Mittelstadt, il n'y a pas de Arvidsson sur ce premier avantage numérique-là. Avec McAvoy pour les 6 ou 7 prochains matchs, il va finir par se blesser. Donc, surprenamment, les Bruins, mais bref, c'est juste pour souligner le fait que le deuxième trio était Mittelstadt, Zacha, Arvidsson. J'haïs pas ça. Les Bruins seront peut-être pas aussi mauvais que je pensais. Hey, leur troisième trio, je sais, la seule recrue, ils ont quelques petites recrues qui auraient pu avoir de la place. Un Fabian Lizell qui n'a pas réussi à percer. Mais un Fraser Minton qui va jouer sur un troisième trio avec un Tanner Jeannot, Michael Simon, qui est un gars aussi d'énergie. J'ai hâte de voir ça. Honnêtement, je suis curieux des Bruins de Boston. Ils seront pas si mauvais que ça, Boston, avec Swimmen, si McAvoy peut rester en santé. Ils ont Lindholm de retour, Lowry qui peut faire un job sur un offensif. deuxième, sur un premier duo. On pourrait être surpris des Bruins. Je pense pas qu'ils vont faire les séries, mais on pourrait rester surpris quand même. Le reset on the fly, là, rien n'est possible. J'ai failli, pour ma part, vous parler des Ducks d'Anaheim, mais plutôt pour dire qu'on avait raison des trios, surtout le troisième trio qu'on avait dit, Frank Vatrano. Tu me fais plaisir, après mon erreur de Mittelstadt, de me donner raison, c'est Ducks, correct. Ah non, mais les Ducks, écoutez, juste rapidement, Frank Vatrano, Ryan Strome et Alex Killorn sur un troisième trio, Cutter Gauthier, Mason McTavish et Michael Granlund, presque exactement ce qu'on avait dit, sauf Leo Carlson et Cutter Gauthier qui étaient normalement inséparables. C'est Chris Kreider et Troy Terry, finalement, qui vont être avec Leo Carlson. Quand même curieux à suivre. Mais là, le retour de Troy Terry. Ouais, à voir, je vais être quand même très curieux. Mais je voulais vous parler, moi, des Red Wings de Détroit. Cette équipe dont on est incertain. Premier trio, Dylan Larkin, Lucas Raymond, qu'on attend beaucoup. Emmett Finney. Écoute, Guillaume, c'est toi l'expert, c'est toi le spécialiste, le comptable du Corsi, là. Vas-y, explique-moi ça. Talking about nerd stuff. You know, oui, aucune explication logique d'avoir Emmett Finney sur un premier trio. Ça fait aucun bon sens. La seule raison, c'est qu'on ne veut pas séparer Casper de Kane et de Brinkat. C'est la seule raison que je vois. On a tenté d'avoir Andrew Cup sur ce premier trio durant le camp d'entraînement, durant les pré-saisons. Pour une raison que j'ignore, on l'a remis sur une troisième ligne avec J.D. Comfort et un autre recrue. Non, c'est ça, exactement, que je pensais qu'il allait peut-être prendre la place. Et peut-être, je sais pas. Écoute, son nom, Emmett Finney ne peut pas jouer sur un premier trio vraiment trop longtemps, je peux pas croire. Est-ce que c'était parce qu'on voulait avoir un James Van Riemsdyk qui est day-to-day en ce moment, peut-être sur ce premier trio-là? Peut-être. Est-ce que Jonathan Berggren pourrait jouer? Je sais pas. Mais chose certaine, Emmett Finney, waiver wire cette semaine, c'est un joueur à aller chercher. Il va jouer sur le premier trio des Red Wings. J'ai hâte qu'il retourne dans la Ligue américaine et que je puisse dire
C'est fini, malheureusement. Brensing Nygaard sur un troisième trio que je suis quand même très surpris. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec un JT Comfort puis Andrew Copp qui va amener beaucoup, beaucoup d'énergie. Marco Casper, quand même, avec un Patrick Kane puis Alex DeBrincat, tu l'avais dit. Je suis très curieux de voir ce qu'il va faire. Et l'autre petite surprise qui moi, je suis très content parce que je suis allé chercher dans Toi mon qui es pool. fan de numérologie, d'ailleurs, ta passion numérologique doit être aux anges avec ce duo de défenseurs. Je suis tellement content. Le 77, Simon Edvinsson, qui va jouer avec le 44, Sandin Pellikka. Les chiffres doubles. Les chiffres sont doublés. Les chances sont doublées. Axel Sandin Pellikka qui va bien jouer. Ah, j'ai hâte de le voir. J'ai vraiment hâte. C'est un peu... C'est à l'envers aussi de ce que Pascal disait que Sandin Pellikka n'aurait pas la chance de jouer avec les Wings puis que les Wings ne mettaient jamais de recrues. Mais ils l'ont fait mentir avec 3 recrues au pro match d'ouverture. Mais il avait dit que c'était un Suédois. Dernière minute de jeu en deuxième période. Fait que peut-être que c'est la raison. Est-ce que tu as une dernière mention spéciale peut-être d'une équipe à surveiller? Les Prédateurs de Nashville vont commencer avec Brady Martin au centre du premier trio, avec Ryan O'Reilly à droite et Forsberg à gauche. Donc, au lieu de mettre O'Reilly au centre, on va mettre Brady Martin. C'est surprenant, mais écoute, Brady Martin, il y en a plusieurs. Là. Il y a Braden Coots aussi qui va commencer avec les Canucks, qui va avoir une chance de se faire valoir. Donc, plusieurs joueurs là, de dernier repêchage qui ont une chance de se faire valoir. Mais Brady Martin, sur un premier trio, je dirais, on va lui donner une chance. On a parlé des Ducks d'Anaheim tout à l'heure. Le Beckett Seneca va aussi faire partie du 4e trio des Ducks en ce moment. À voir comment ça va se placer là, à long terme. Mais bref, oui, les Prédateurs, un peu all over the place aussi, leur top 9, avec un Marchessault sur une 3e ligne. Bref, à suivre du côté de Nashville. Et c'est ce qui met fin à notre deuxième période. Et maintenant, pour notre troisième période, on va discuter de vos questions. Parce que oui, écoute, les poules de hockey, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup des conseils que l'on vous donne et on veut essayer de vous aider le plus possible de manière personnalisée. Peut-être que l'on va réussir à créer un Patreon où vous allez pouvoir nous poser les questions puis on va vous donner un accès plus privilégié. Mais pour cette troisième période, on va justement essayer de répondre le plus possible à toutes vos questions que vous avez sur toutes les sortes de poules. Si vous faites des poules de masse salariale, de catégorie, head-to-head, name it, on va être capable de vous aider pour gagner votre poule cette année. Corbeau, quelle était la première question qui a attiré ton attention? Première question, en fait, c'est une question double de Charles Devaux qui nous pose la question suivante et je suis intéressé d'avoir aussi ton take là-dessus dans un pool à masse salariale. Est-ce que tu préfères avoir, et là, il y a un 4 choix de réponse, un Carter Verhaeghe, un Anze Kopitar, un Nazem Kadri ou un Matt Barzal? Donc, c'est les 4 joueurs qui sont énumérés. Moi, je commencerai déjà en disant que Kopitar n'est pas une option parce qu'il va partir à la retraite. Donc, c'est pas un joueur que je soulignerai. Évidemment, je sais pas, là, on n'a pas spécifié si c'est un keeper ou non, mais dans tous les cas, Kopitar coûte très cher pour un joueur qui est dans une décroissance en termes de performance. Donc, pour moi, Kopitar il fait un petit peu pas partie de l'équation entre Verhaeghe, Kadri ou Barzal. Je suis intrigué à savoir qu'est-ce que tu préfères entre les trois, Oli, de ton côté. C'est difficile à dire. Barzal, je pense qu'il peut justement essayer d'aller revenir puis surprendre un peu. Coûte quand même encore un peu cher aussi, Barzal, au prix qu'il était. Absolument. C'est très difficile à dire. Je pense que Kopitar, malgré le prix, je vais être curieux de voir Kuzmenko qui va jouer avec lui. Son autre coéquipier aussi, Kempe, qui va bien jouer. J'ai quand même de la difficulté. Puis le troisième, rappelle-moi-le, pardon? C'est Nazem Kadri. Ben écoute, je sais que Nazem Kadri, tu l'aimais vraiment beaucoup. Ce qui m'a fait peur de Nazem Kadri, en fait, c'est la blessure de Jonathan Huberdeau. Parce que lorsqu'on regarde les trios, justement, à Calgary, écoute, c'est Adam Klapka qui est rendu sur un premier trio avec lui. Joel Farabee. Ça ne m'inspire pas confiance non plus pour Nazem Kadri que l'on voyait de gros, toi puis moi. Fait que dans une optique de plancher, je dirais, j'hésiterais entre un Kopitar puis un Barzal. Barzal, par contre, souvent blessé dans les dernières années, on vous l'a dit. Si tu veux être safe, d'après moi, ça va être étonnamment pour moi un Kopitar. Kopitar est pas une option parce qu'il va se faire voler le temps par Byfield. Pour ce qui est de Barzal, en fait, en termes de performance, là, pour moi, Barzal et Kadri, ça va se ressembler. Le seul élément, c'est que Barzal est quand même relativement souvent blessé, donc c'est des joueurs que je vais tenter d'éviter et d'échanger dans mes différents pools, là, des Band-Aid boards. C'est pas avec ça qu'on gagne des pools, ou du moins c'est très rare. Et quand je regarde Verhaeghe versus Kadri, ben
Verhaeghe, je crois que c'est un kit ou double. Donc, c'est soit une belle saison parce qu'il va avoir des joueurs blessés chez les Panthers et il va profiter de ces absences-là, ou encore, il va s'effondrer parce qu'il va jouer avec des joueurs qui ont un petit peu moins de talent. Kadri va être utilisé à toutes les sauces, est capable de produire avec toutes sortes de joueurs. Donc, moi, Nazem Kadri, à 7 millions, Ça, là, ça 7 te fait millions pas et demi peur, par ouais? saison, pas du tout. Il a toujours fonctionné. Depuis qu'il a fait ses saisons à Colorado, il a toujours fait des points. Même quand Huberdeau avait des énormes léthargies, Kadri était performant. On va réussir à y trouver un partenaire de trio avec qui il va fonctionner, que ce soit Zary ou Coronato ou name it. Donc, j'ai confiance que Kadri va être le joueur. C'est lui que moi, je sélectionnerais à tout le moins dans ces questions, dans les 4 joueurs entre Barzal, Kadri, Kopitar ou Verhaeghe. Ouais, Verhaeghe, la petite chose qui va jouer avec un Sam Bennett, qui est un peu moins bon. Kopitar va jouer avec, je pense, des meilleurs ailiers. C'est celui qui me faisait le moins peur, je pense. Fait que c'était ma raison pour ça. Il y avait une autre question de la part de Charles, c'est pour le bas salarial, tu as le choix entre Nugent Hopkins ou Pavel Zacha. Pour moi, c'est un no-brainer, le Nugent Hopkins, un plafond tellement plus élevé que Zacha et un plancher plus élevé aussi. Je comprends qu'il est un petit peu plus cher, là, mais il reste que Nugent Hopkins est un joueur et de loin supérieur. Le Zacha, présentement, est sur un deuxième trio avec Arvidsson et Middlestad. Là, on en a parlé un petit peu plus tôt. J'éviterais aller chercher Pavel Zacha et j'irais vraiment plus avec un gars comme Nuge. Oui, ouais, c'est ça, j'allais dire. J'allais parler justement du Nuge. Zacha, qui est à 4,75, était un de mes choix l'année dernière, mais effectivement, là, le plafond de Ryan Nugent-Hopkins, franchement, là, il y a quand même un beau deuxième duo là, avec Mathieu Savoie aussi, je pense. C'est assez serré, mais je pense que le côté power play de Nuge, justement, va venir l'aider un petit peu plus. Même si, quand même, un Pavel Zacha pour quelques points de moins est intéressant. Je comprends peut-être le dilemme ici, mais Ryan Nugent-Hopkins, pour moi aussi, là, ça reste quand même le gars qui a le meilleur plancher. Absolument. Là, je crois qu'il y avait une autre question de la part de Justin Doe. Oui, Justin Doe qui nous demande justement l'échange qu'on a parlé pendant le warm-up de Connor Ingram. Est-ce que c'est Connor Ingram qui va avoir le filet à un moment donné cette année chez les Oilers d'Edmonton? Ben, c'est une bonne question. Je pense que Stuart Skinner, c'est son filet à perdre. C'est lui qui est là. C'est lui le gardien de but numéro 1 présentement des Oilers. Connor Ingram a eu des très, très beaux moments avec les Coyotes, les Coyotes. Par contre, dans l'année dernière, on sait, là, il y a eu des problèmes de consommation, disons-le comme ça, a été échangé contre des considérations futures. Fait que je pense qu'il arrive avec pas beaucoup de pression à Edmonton. Je pense que ça va faire plus mal à Calvin Pickard qu'à autre chose. Ensuite, est-ce qu'on peut donner un petit peu moins de match à Stuart Skinner? Peut-être. Je pense que ça peut l'aider. Est-ce que Skinner peut vraiment perdre son poste aux mains de Ingram? Je serais surpris qu'il le perde à 100%. Ingram est un gardien de but qui devient très, très hot pendant une certaine période et va ralentir par la suite. Fait que ce que je me dis, c'est que quand Ingram va être hot, Skinner, il ne jouera pas beaucoup, mais les Oilers ont une bonne équipe. Quand Skinner va être dans les filets, même s'il accorde 3 mauvais buts, ils peuvent gagner 6-3. Fait que c'est pas, ce serait pas surprenant. Je pense que la valeur de Skinner est un petit peu à la baisse, mais il faut pas être alarmiste non plus. Connor Ingram, ça fait 1 an et quasiment et demi qu'il n'a pas joué. Soyons patients avant de voir qu'est-ce qui va arriver. Je pense juste que c'est la valeur de Calvin Pickard. Si vous pensez que Pickard peut aller chercher une trentaine de départs puis gagner 20 matchs, ça n'arrivera pas. Il y a Connor Ingram devant lui. Donc, j'irai avec ça. Mais pour l'instant, je pense que c'est Connor Ingram qui est dans la AHL, je crois, non? Ou est-ce qu'ils l'ont gardé avec le grand club en haut? Il est en comme troisième reconditionnement gardien? pour le moment. Là. C'est sûr qu'il faut bien qu'il commence à. Il n'a pas joué depuis très longtemps, mais tu sais, je pense que s'il joue bien, c'est ça, je te dis, tu sais, Skinner est numéro 1. En ce moment, Pickard et Ingram vont Numéro se 2. séparer la job de numéro 2. Je serais surpris que Pickard joue 30 matchs, Skinner 4,52 puis 0 pour Ingram. On va l'essayer. Tu sais, on va essayer de donner sa chance de se refaire cette réputation-là qu'il avait il n'y a pas si longtemps. Je ne sais juste pas pour combien de temps. Je ne sais pas exactement l'impact que ça va avoir sur Skinner. Si Ingram revient et qui déchire tout, ben là, goodbye Skinner. Mais je pense pas que ça va arriver. Ingram n'est quand même pas un gardien de but élite dans la Ligue nationale. Il y a eu une bonne saison, une belle séquence dans la Ligue. Je vais être patient. Les gardiens de but qui sont passés comme des étoiles filantes, il y en a eu un puis un autre. On en a eu à Montréal aussi. Là, on se rappelle de Mike Condon, qui a déjà été très bon. Ou de Andrew Hammond, ancien du tricolore. Fait que on va s'en rappeler quand même. Le hamburger. Non, mais Connor Ingram, c'est ça qui m'excuse. C'était quand même une grosse saison qu'on dit. Ça restait un 2,91, 907. Je sais pas. Je comprends, là, mais
je pense que quand même, ça va. Le premier qui va être le meilleur, ça va être ça. Oui, Franchement. absolument. C'est Ça va être exactement ça. ça. On va rider the hotness. Et là, j'ai probablement la question la plus dure que je pourrais te poser aujourd'hui parce que ça met en valeur deux types de poolers. En fait, dans un pool keeper, on a le choix entre un gars comme Victor Edmond ou Wyatt Johnston. Donc, on Ouais. choisit entre un défenseur performant, vieillissant ou la jeune pousse des Stars qui est quand même aussi très performant, mais qui n'a pas encore atteint son plafond. Puis j'aimerais t'entendre, toi qui aimes beaucoup croire aux jeunes et croire aux explosions, puis moi qui aime beaucoup trop Johnston pour ce qu'il fait en ce moment, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu ferais dans ce genre de situation-là. Il te reste une place dans un keeper, c'est Edmond ou Johnston. Honnêtement, j'avais vu cette question-là aussi. C'était la question, je pense, que j'avais le plus hâte de discuter. Parce que je sais en plus que tu aimes Wyatt Johnston. Mais mon choix, ça va être j'adore Wyatt Victor Edmond. Ça va être Victor Edmond parce qu'on l'a dit assez souvent. Et là, ça dépend de vos types de poules. Parce que je sais que même en termes de points, Victor Edmond va faire les points. Ça reste quand même le défenseur dans une équipe de Tampa Bay qui est excellente, avec tellement de bons attaquants, et Edmond est le défenseur. Oui, il est un peu plus vieux. Il a connu son petit moment de blessure. Ça ne me fait pas peur parce qu'on gagne des poules avec des défenseurs, Guillaume. Tu me l'as tellement répété assez souvent. Je comprends que Wyatt Johnston, c'est donc incroyable. La seule chose qui me fait douter, puis j'avais vu cette question-là avant les trios dont on a discuté aujourd'hui à l'épisode, avec un Jason Robertson qui va jouer avec Wyatt Johnston. Je pense que c'est ça qui vient me faire douter un peu. Mais en général, quand vous faites vos keepers, allez chercher les défenseurs. Si vous montez une équipe avec d'excellents défenseurs, écoutez, ça dépend encore du type de pool. Si vous le faites un pool salarial, si vous faites un pool head-to-head avec des catégories en face-à-face plutôt. Écoutez, même Hedman est très, très intéressant pour des points en power play et autres. Et je pense que c'est ça qui donne le edge de Hedman versus un Wyatt Johnston. Moi, je vais avoir une réponse un peu plus grise que la tienne. En fait, si l'objectif, c'est de gagner maintenant, c'est sûr que Victor Edmond va être celui qui va avoir le plus gros gain de performance par rapport à la moyenne des défenseurs. Donc, Victor Edmond devient un joueur qui est, pour moi, qui est indéniable de l'avoir dans son pot. L'affaire avec Edmond, c'est que sa valeur en termes de joueur par rapport à celle de Johnston, pour moi, elle est un petit peu plus faible, légèrement, parce que il va être disponible probablement dans le repêchage suivant et dans le repêchage suivant. Du moment qu'on commence à dropper ce type de joueur-là, donc il n'est plus protégé, il ne le sera probablement plus jamais. C'est-à-dire qu'on va juste le voir comme un joueur qui vieillit continuellement de saison en saison. Tandis qu'un gars comme Johnston, du moment qu'il est protégé, ben, les chances qu'il y a de devenir disponible sont vraiment minces. Donc, si vous gardez Johnston, par exemple, présentement, les chances que vous libériez la saison suivante sont presque nulles parce que vous allez avoir fait le fameux leap of faith de garder ce jeune joueur-là et d'espérer qu'il explose. Après ça, votre niveau de patience dépend de qu'est-ce que vous avez d'autre dans votre pool. Si j'ai le choix entre Demidov ou Johnston, ben là, c'est deux jeunes joueurs qu'on va comparer. Ça va être encore plus difficile à choisir. Mais un gars, dépendamment de ce que vous voulez faire, si vous voulez gagner cette année, c'est ça votre objectif dans un keeper, je vais garder Edmond. Mais si je vais pour un petit peu plus long terme, où est-ce que je dis, mes chances de gagner sont minces, il me manque un ou deux éléments, je vais préférer garder un gars comme Johnston puis me dire, c'est pas vrai que je vais échapper le gars de 100 points qui va me faire gagner dans 3 ans, sachant qu'Edmond, dans 3 ans, il n'y aura pas ce type de performance-là. Donc, ça dépend vraiment du calcul mathématique que vous faites sur vos chances de gagner à chaque saison. Puis si vous pensez que vous avez une chance, allez-y avec Edmond. C'est loin d'être un mauvais choix, là, je veux dire. Tu as choisi un des meilleurs défenseurs ou un des meilleurs jeunes joueurs de la Ligue. Je ne vois pas ça comme un mauvais choix. Mais je vais rajouter une couche. Si j'ajoute un gars comme Ivan Demidov dans le lot, qu'est-ce que tu fais? Hey, écoute, je vais te poser une question qui m'est arrivée lors de mon pool de hockey. J'avais la chance d'avoir le premier choix overall dans un keeper à salaire. Et j'ai perdu le premier choix lors de notre loterie. J'ai eu le deuxième choix. Et c'était évidemment Ivan Demidov ou Ziv Bouyoum. Qui aurais-tu choisi? J'aurais choisi Demidov. Malgré le fait qu'un défenseur qui peut faire 40 points dès sa première saison, c'est tellement précieux. Il y a encore 2 ans contrôlé. T'aurais quand même préféré Demidov? Oui, parce que c'est des défenseurs qui disent qu'ils vont faire 40 points puis qui en font 22. Il y en a un puis un autre. Tandis qu'un attaquant
Ben oui, Ziv Bouya, était quand même, il n'y a pas si longtemps, il a été repêché hors du top 10. T'as Sam Dickinson qui était vu de la même façon. T'as Zane Parek qu'on va faire 40 points. Ouais. Il y a Sam Renzel qu'on va faire 40 points. Il y a Jimmy Snuggerud qui va faire 85. Je veux dire, le nombre de jeunes joueurs qu'on overhype avant un repêchage ou avant une première saison recrue, il y en a. L'année dernière, il y a eu des recrues qui ont été ultra performantes, des Celebrini, des Smith, des Hudson, des Wolves. Ça a été très, très performant. Mishkov, j'oubliais. Ils ont été tellement performants qu'on oublie que Aaron Ekblad a déjà gagné le Calder avec une trentaine de points, qu'on a des gars comme McKinnon qui ont eu de la difficulté à percer, que ça a pris du temps pour des gars comme Rantanen à faire des points. Défensivement, quand tu regardes Brock Faber, il a fait 49 points quasiment sa première saison. Mais on en a parlé de Brock Faber, toi puis moi. Là. Je veux dire, Ziv Bouyoum, Oui, c'est lui qui va être absolument. le défenseur numéro 1 power play. Demidov, il va être presque sur le premier trio. Il va jouer avec Jared Spurgeon. Il va avoir plein de chances. Demidov va jouer avec Newhook puis Kapanen. Je comprends que c'est lui qui a le premier avantage numérique, possiblement, mais c'est pas la même chose. Mais il n'y a rien qui dit que c'est Bouyoum qui va l'avoir toute la saison. Mon seul point par rapport aux jeunes joueurs, c'est qu'on les, surtout les défenseurs recrues. Là. Matthew Schaefer, là, il est encore dans la discussion. L'idée, c'est de dire on overhype la performance de jeunes défenseurs. À part Dylan Hudson, il n'y en a pas tous les années. Là. Des défenseurs recrues qui font 40-45 points, c'est rare. C'est très, 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 très rare. Tandis que des recrues qui font 55-60, il y en a un petit peu plus. Donc, dépendamment, c'est quoi ton objectif? Est-ce que Bouyoum, tu le vois comme un défenseur qui peut faire 70 points? Peut-être, mais il peut aussi te devenir un très bon défenseur comme Sergachev puis t'en faire 50-55 et tu as Demidov à côté qui est un joueur de 100 points. Est-ce que tu prendrais Kaprizov ou Sergachev? Tu prends Kaprizov. Donc, je comprends qu'un défenseur, tu fais gagner des poules, mais maintenant, McDavid aussi te le fait gagner. Là. Fait, il y a toujours ce calcul-là à avoir. Mais un défenseur qu'on overhype puis qu'on pense qu'il va donner vraiment trop performant puis que c'est la nouvelle saveur du mois, il y en a vraiment, vraiment, vraiment. Puis Ziv Bouyoum, il y a une raison pourquoi il n'est pas parti dans le top 5 ou dans le top 3. C'est qu'il doit avoir une lacune quelque part dans son jeu. Pascal nous en a parlé, il le trouvait un peu soft pour utiliser son expression. Dans la Ligue nationale, être soft, c'est pas payant, même quand tu joues en avantage numérique. Fait que je me garde une gêne. Connor Bedard aussi joue en avantage numérique puis il a quand même bien juste fait 65 points. Je fais juste dire que des défenseurs, il ne faut pas les overhyper. Je suis le premier à le faire avec un gars comme Sam Renzel, je le sais, là, mais il reste que Demidov, c'est sûr que le gars va jouer offensivement à toutes les sauces. Le Canadien ne le mettra pas dans une situation où est-ce qu'il va mal paraître. Il est déjà dominant. Ce que Bouyoum n'est pas encore. C'était la fin de cette troisième période. On a dépassé un tout petit peu. On était un peu... Quand tu me parles de Demidov, moi je parle. Ah, mais écoute, j'aurais été... on va rentrer peut-être tout de suite dans cette prolongation. On va pas toujours faire des prolongations, mais là, écoute, lorsqu'on a des petits sujets qui nous animent comme ça, on peut les continuer un peu. Tu parlais d'Ivan Demidov. Évidemment, moi aussi, c'est un joueur qui vient vraiment me chercher. Un camarade. C'est sûr que c'est... c'est sûr. Non, mais vous m'entendez beaucoup parler de ça, les camarades et tout ça. Sachez que j'ai été adopté en Russie. Je suis né en 93. Le gars porte le C'est numéro sûr que de 93. dire ça en prolongation, c'est vraiment pas le meilleur moment pour le dire, mais c'est correct. Non, je sais, mais dans le sens où... Non, c'est vraiment juste parce que ça va être là. De toute façon, ça va être dit pour le restant de la saison. Mais tu sais, il porte le 93. C'est un Russe. J'aurais donc voulu avoir Demidov. Là. Je te pose la question parce que Ziv Bouyoum, on dit souvent que c'est les défenseurs qui te font gagner des poules de hockey. Dans toutes les autres questions qu'on a eues, on a eu une question de Logan Mailloux versus Sam Dickinson. Si tu veux gagner cette année, Logan Mailloux, évidemment, tu vas le chercher. Il a connu une bonne pré-saison. On va l'essayer un tout petit peu. Il va aller chercher quelques points. Il va t'en grappiller. Sam Dickinson ne va pas jouer cette année, mais c'est un meilleur keeper, ultimement, Sam Dickinson, je crois. Ouais. C'est lui qui va avoir plus de chance. Il y aurait peut-être eu d'autres questions qu'on aurait pu, dont on aurait pu poser. Pour revenir sur les jeunes, je tente juste de retirer un peu de hype sur les jeunes. Tu sais, par exemple, je sais que Cole Hudson est un joueur qui va être prisé au courant de l'année, là, si vous êtes capable d'avoir un keeper ou au courant de l'année prochaine. Mais tu sais, ce genre de joueurs-là là, qui arrivent dans la ligue avec des attentes un peu hors normes, des Jimmy Snuggerud, il y en a beaucoup. Tu sais, il y en a beaucoup, beaucoup de ce type de joueurs-là. Michael Misha, on a des attentes qui sont irréalistes par rapport aux jeunes. Ce sont des enfants. Là. Tu sais, je suis un homme dans la trentaine, puis un gars de 18 ans, même s'il est en shape,
il y a pas la force physique qu'un homme va avoir. Ils ont même pas de poils d'en face. Ils ont encore plus Non, je ils ont plus comprends. d'acné que de poils d'en face. Je Mais veux juste dire qu'ils ont beau être des talents d'exception, ça prend du temps avant de devenir un joueur qui est super efficace. Mmh. Puis les défenseurs, c'est encore plus long. Fait que des Lane Hudson, là, c'est long. C'est rare, ça n'a aucun sens. Tu sais, c'est une des meilleures saisons de l'histoire pour une recrue. De penser qu'un autre joueur qui est bon peut faire quelque chose de semblable, ça, tu peux pas t'attendre. C'est pas une probabilité très, très élevée. Fait que c'est juste ça mon point. Puis c'est le même point par rapport à toutes les recrues. Demidov ou un autre. Mais attendre que c'est pas Demidov qui fasse 80 points. Moi, je pense que si Demidov il en fait 55, ça va être une bonne On va être saison. content. C'est sûr. Tu sais, On va être content. Celebrini a eu une énorme saison quand on parle de sa performance même de manière Ben oui. défensive. Il a été incroyable. Tu le dis souvent, tu n'aimes pas parler des recrues. Puis c'est pour ça qu'on a fait un épisode spécial avec un spécialiste justement des recrues. Très difficile à dire. Peut-être une dernière petite question pour toi pour terminer cet épisode, Guillaume. Martin Duval, donc, à qui tu as répondu déjà sur le groupe 100% Pool Forum TSLH sur Facebook. Si vous voulez aller vous y joindre, vous poser les questions, on va pouvoir vous répondre directement là. Mais qui avait posé la question, qui a le plus gros potentiel dans 2-3 ans? Lundell, Leonard, Dorofeyev, Snuggerud ou Bolduc? Juste pour le fun, là, entre toi et moi, puis tout le monde qui nous écoute. qui, qui, Ben, qui tu penses qui va avoir le meilleur potentiel? Ben, ça dépend c'est quoi qu'on recherche. Si on recherche le joueur qui a le plus haut plafond, c'est Snuggerud. Il n'y a pas de doute que c'est lui qui a le plus de talent brut. Par contre, c'est le genre de joueur qui peut flopper. Je pense pas que c'est un boss, je pense que c'est un bon joueur de hockey. Mais des gars comme Dorofeyev ou Lundell sont bâtis pour jouer dans la Ligue nationale. Donc, si on regarde le nombre de matchs en carrière, c'est une autre chose. Mais un gars comme Snuggerud, c'est lui qui a le plus haut plafond pour être le meilleur joueur. Moi, j'aime beaucoup un gars comme Lundell. C'est un gros bonhomme, là, qu'on pourrait utiliser une expression de coach de hockey. Là. C'est un gros bonhomme, puis il est épais. C'est Marc Bergevin à l'EPEC, mais Lundell, c'est un attaquant qui mérite à ce qu'on s'y attarde et joue dans une équipe qui est stack. Là, il va avoir la chance de se faire valoir. C'est vraiment un joueur que je vais observer et que je vais espérer qu'il grandisse. Un gars comme Dorofeyev, il a perdu son pari, il se ramasse sur une troisième ligne à Vegas. Là, c'est Barbachev qui a gagné le combat pour être avec Marner et Eichel. Peut-être que je suis un petit peu plus refroidi. Je me souviens plus, c'est qui les deux autres joueurs que tu m'as nommés? C'était Il y avait Bolduc et Leonard aussi. Bolduc. Bolduc, je pense pas que c'est du même type de talent. Là. Je pense que c'est juste pas un joueur qui est aussi talentueux que les autres. Leonard, moi, il m'a pas impressionné l'année dernière en série. Puis je comprends que c'est un faible échantillon. Je pense juste pas que c'est un gars qui est un point producer. Tu sais, c'est dans son style de jeu, il est plus physique, plus papier sablé que dans la finesse. Leonard peut être utile dans d'autres phases du jeu, tandis que Snuggerud n'a pas le choix d'avoir des minutes offensives. Donc, est-ce que Leonard peut devenir un gars comme, je veux dire, Ryan O'Reilly en termes de performance de points? Peut-être. Là, tu sais, dans ce style de joueur-là qui est un peu plus robuste puis qui a plus d'utilité que juste marquer des buts, je le vois de cette façon-là. Fait que je préfère le plafond de Snuggerud, mais si tu me dis dans Ben, 2-3 ans, d'après moi, Leonard va peut-être faire plus de points que Snuggerud dans 2-3 ans, mais dans 5 ans, Snuggerud va dépasser. C'est En fait, physiquement qui va être un... Leonard, si on espère qu'il devient un Brady Tkachuk, tu sais, qu'il va peut-être pas te faire le point par match, mais il va te faire au moins un 2-3 mises en échec. Pour un multi-categories, il peut devenir très intéressant. Absolument. Dans il a un pas connu un multi-cap, bon c'est 9 matchs, super mais intéressant. ouais, il peut Non, devenir mais très le faut fun pour faut ça. pas virer fou, là. Mais rendu là, c'est lequel que vous aimez le plus à dire son nom? C'est-tu Leonard ou Snuggerud? Moi, j'aime bien Snuggerud. Mais je pense juste qu'à Saint-Louis, Snuggerud va avoir aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. On y croit beaucoup. Tu sais, on a échangé Bolduc parce que Snuggerud était là, tandis qu'on n'a pas échangé Protash, ni McMichael, ni Wilson à Washington pour faire de la place à Leonard. J'irais aussi avec comment est-ce que l'équipe perçoit le joueur. Dorofeyev, un peu le même principe. Lundell, un petit peu le même principe. Bolduc, même affaire. Fait tu sais, quand l'équipe y croit, elle va lui donner toutes les chances de réussir. Qui suis-je pour douter les compétences de dirigeants de la Ligue nationale? Puis tu l'as dit, des poules de hockey, c'est pour avoir du plaisir. Comme moi qui veux aller chercher un Russe Non, qui c'est pour pogne le gagner. numéro 93. Non, C'est mais pour gagner. des fois, si vous voulez avoir un peu de plaisir, que ça vous tente d'aller chercher le joueur Ah des oui. Canadiens de Montréal, allez-y donc. Si En Snuggerud, ce moment, vous aimez son nom, là. j'en ai trois. J'en ai trois dans mon pool des joueurs du Canadien, Ouh. par inadvertance, mais j'en ai trois. Fait que, on a 20 joueurs, j'en ai trois. Ça part mal. Mais bon, j'ai Noah Dobson qui a été échangé, fait que je suis déjà perdant. Mais c'est ça. Fait que, tu sais,
Mais tu Ça vas, arrive, tu vas c'est le pouvoir fun. suivre tes poules de hockey avec un peu plus de plaisir. C'est ça aussi qui est le fun quand tu fais des poules de hockey. C'est ce qui met fin à la prolongation et à notre épisode, à notre premier épisode de la saison 1. Hey, merci à tous pour vrai de nous écouter. Ça nous fait vraiment plaisir de parler de poules. On en parle, nous, à longueur d'année d'habitude, moi puis Guillaume, avec tout le monde avec qui nous entoure, dans notre chambre de hockey jusque dans nos familles. On adore ça, faire ça. Allez suivre nos pages YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. On est rendu partout. 100 poules podcast. Donc 100 en chiffres poules podcast en un mot. Allez nous écrire en commentaire. Allez sur le groupe aussi sur Facebook, sur le forum 100% poules TSLH. Allez nous écrire. Ça va nous faire plaisir de répondre justement à vos questions lors de notre 3e période de nos épisodes hebdomadaires. Hey, on espère que vous allez gagner votre pool de hockey cette année. Salut les pouleurs!